Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Ludonote, les mondes du jeu vidéo. Avant de se lancer dans ce cours qui va être l'introduction à tout le cours de game design et de level design et plus, on va le voir par la suite, on va se lancer ensemble sur une histoire ludique du jeu vidéo. Tout d'abord, revenons sur les racines du jeu à travers l'histoire humaine. On va tout d'abord s'intéresser à l'histoire et à l'importance des jeux dans les premières civilisations. Tout d'abord, j'ai une petite question pour vous. D'après vous, dans les premières civilisations, les jeux avaient une grande importance sociale et culturelle. Quel était l'un des principaux objectifs des jeux dans ces sociétés? Réponse A, offrir un divertissement aux enfants pendant les vacances. Réponse B, servir de moyen d'enseignement pour préparer les jeunes à la vie adulte. Développer des compétences en mathématiques et en lecture. Enfin, réponse D, créer des compétitions entre différentes nations. Vous pouvez faire pause, y réfléchir et y répondre. Si vous avez déjà répondu, vous pouvez le voir, caché tout en bas à droite, la réponse et la réponse B. Et on va le voir ensemble. Tout d'abord, il faut rappeler le rôle fondamental des jeux dans les sociétés anciennes. Les jeux sont présents depuis l'aube de l'humanité et ont évolué avec les civilisations. C'est un outil de divertissement et d'éducation. Ils ont servi à divertir les populations tout en transmettant des leçons de vie. Ça a permis aussi de renforcer les liens sociaux. Les jeux favorisaient les interactions sociales et la cohésion au sein des communautés. Les jeux sont aussi un outil éducatif. Ça permet aussi de transmettre des compétences. Les jeux aidaient les enfants à développer des compétences stratégiques et sociales. Ça transmettait aussi, toujours aujourd'hui évidemment, des valeurs culturelles. Ils servaient à enseigner des valeurs et des traditions spécifiques de chaque culture. Et ça permettait d'aider à la préparation à l'âge adulte. Les jeux jouaient ici un rôle dans la préparation des jeunes à leurs futurs rôles sociaux, chef, général, etc. En termes de symbolisme et de rites, il y a une intégration dans les rituels religieux. De nombreux jeux étaient associés à des pratiques spirituelles et des croyances. En termes de représentation de croyances, les jeux symbolisaient des concepts comme la vie, la mort et le passage vers l'au-delà. Ça a été très souvent aussi utilisé durant les cérémonies. Ils étaient souvent utilisés lors de rites de passage. Quel impact sur la société? Tout d'abord, on l'a déjà vu, ça renforce et ça favorise les interactions sociales lors de festivités et d'événements communautaires. Ça permet aussi de renforcer les structures sociales et la hiérarchie au sein des groupes, et ça servait aussi de vecteur pour transmettre des histoires et, comme on l'a vu, des mythes culturels. Quelles sont les raisons et les buts du jeu dans les civilisations humaines? Pareil, question 2. Vous pouvez faire pause et réfléchir. Quel pourrait être l'un des principaux objectifs des jeux dans les anciennes civilisations d'après vous? Réponse A, améliorer la condition physique des participants. Réponse B, renforcer les liens communautaires et sociaux. Réponse C, préparer les jeunes à des carrières professionnelles. Réponse D, développer des compétences artistiques. Je vous laisse réfléchir une seconde. Et comme vous le voyez, la réponse est la réponse B, renforcer les liens communautaires et sociaux. Tout d'abord, en termes de détente, les jeux offraient aux humains une échappatoire à la vie quotidienne, permettant de se divertir et de se reposer. En termes de socialisation, les jeux favorisent les interactions sociales, ce qui va renforcer les liens entre membres d'une communauté. Ça permet de procurer un certain équilibre mental. Ça permet de procurer un sentiment de bien-être, ce qui va favoriser la détente et la gestion du stress. En termes de compétition et de défis, les jeux servent souvent à évaluer la force, l'intelligence ou les compétences, stimulant les performances des joueurs. En termes de développement personnel, en surmontant des défis, les joueurs acquièrent des compétences utiles dans la vie réelle, comme la stratégie ou la patience. Dans les jeux de société antique, dans de nombreuses civilisations, la compétition était intégrée aux jeux comme on va le voir par la suite, le jeu du Sénète en Égypte ou les jeux grecs de dés. On peut voir ici évidemment une photo d'Antoine Dupont, meilleur joueur de rugby du monde. En termes d'expression culturelle, les jeux sont souvent des représentations de croyances ou de pratiques sociales. On peut avoir en tête le jeu royal dur ou les jeux rituels africains. Certains jeux sont symboliques du pouvoir ou de la survie. Par exemple, les échecs sont une métaphore de la guerre et de la stratégie militaire. Dans certaines cultures, les jeux avaient un rôle spirituel, comme les jeux de dés utilisés pour consulter les dieux en Grèce ou en Inde. On peut voir à droite une représentation antique romaine des jeux de dés.
On l'a un peu dit, c'est une métaphore pour le pouvoir et la survie. Certains jeux reflétaient la lutte pour le pouvoir et la domination, comme les échecs ou le chaturanga indien, qui est l'ancêtre du jeu d'échecs. Les jeux simulent souvent des scénarios de survie permettant aux participants d'explorer des stratégies pour surmonter des situations difficiles. En Mésopotamie, le jeu royal dur pourrait avoir été lié à des rituels funéraires, ce qui symbolise la lutte par l'au-delà. Il servait aussi, à l'époque des civilisations antiques, d'outils de divination. Dans certaines civilisations, les jeux de hasard étaient utilisés pour prédire l'avenir ou pour prendre des décisions importantes. On peut avoir en tête le jeu grec de l'astragale, on va en discuter un peu plus par la suite. Les osselets étaient souvent utilisés pour des tirages au sort, pour consulter la volonté des dieux. En Chine, il y a le jeu du Liubo, qui avait des liens avec la divination, et les rituels funéraires, ce qui mêlait à la fois loisirs et spiritualité. On en voit un exemple à droite, un exemple antique. Quelques exemples de jeux antiques dans différentes civilisations. Alors d'après vous, question numéro 3, quelle civilisation pensez-vous a été la première à inventer un jeu de société? Réponse A, les Égyptiens. Réponse B, les Chinois. Réponse C, les Mésopotamiens. Réponse D, les Grecs. Vous avez une seconde pour y réfléchir. C'est bon. La réponse était évidemment la réponse C, les Mésopotamiens. Tout d'abord, le jeu égyptien du Sénet, considéré comme l'un des plus anciens jeux de société daté de plus de 5000 ans. Il avait des liens avec la religion, était souvent associé à la vie après la mort et représentait le voyage vers l'au-delà. En termes de symbolisme, les cases du plateau symbolisaient les défis que l'âme devait surmonter. On peut voir tout en haut à droite une princesse égyptienne jouant au jeu du Sénet sur la photo en haut à droite, et en bas on voit le jeu du Sénet qui mêlait justement des cases et des pions, un peu un ancêtre du jeu d'échecs. Le jeu grec de l'astragale. C'est un jeu utilisant des osselets, souvent joué pour le divertissement et la compétition. C'était utilisé pour la divination et permettait aux joueurs de consulter les volontés divines. Les jeux étaient souvent justement intégrés dans des festivals religieux, ce qui renforçait les liens communautaires. On peut le voir, une représentation à droite de personnes jouant au jeu de l'astragale, et on voit une reconstitution en bas avec des osselets, à quoi pouvaient ressembler justement ces fameux osselets utilisés pour le jeu de l'astragale. Le jeu royal dur de Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est dans l'actuel Iran-Irak, et ça a été découvert dans la ville antique d'Ur, et ça date d'environ 2600 ans avant Jésus-Christ. C'est considéré comme un jeu de stratégie similaire au jeu d'échecs moderne. En termes de pratiques rituelles, il était probablement lié à des cérémonies funéraires symbolisant le passage, encore une fois, vers l'au-delà. Vous voyez que c'était toujours lié, d'un certain côté, à des symbolismes religieux. On peut voir une reconstitution à droite du jeu royal dur, pareil, qui se joue sur un plateau avec des pions. Alors là, c'est très intéressant, le jeu chinois du Go, parce que c'est un jeu qui est très ancien, c'est un jeu stratégique, originaire de Chine, daté de plus de 2500 ans, et comme vous le savez, on voit une photo en haut à droite d'un dessin antique de personnes jouant au Go, et en bas, on voit un plateau actuel, car oui, jusqu'à aujourd'hui, on joue au jeu de Go. C'est un des jeux les plus complexes, qui notamment a fait, petite parenthèse, a eu tout l'intérêt de l'intelligence artificielle avec la société de Google DeepMind, justement pour essayer de développer un agent pouvant jouer par lui-même au jeu du Go. Donc vous voyez que c'est un jeu qui est très actuel et qui est très intéressant, même dans l'histoire de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors quelles sont les règles et les objectifs? Deux joueurs placent des pierres noires et blanches sur une grille pour contrôler des territoires. C'est considéré comme un art, le Go est lié à la stratégie, encore une fois, à la philosophie et à la méditation, et toujours populaire, comme on l'a dit, en Asie et même au-delà. Le jeu indien du Chaturanga. C'est un jeu de stratégie ancien, apparu en Inde vers le 6e siècle, et c'est vraiment l'ancêtre du jeu d'échecs. Entre parenthèses, en arabe, pour dire jeu d'échecs, on dit chaturang, tout simplement. Donc c'est resté depuis. Quelles sont les règles et l'objectif? Se joue sur un plateau de 8x8, avec des pièces représentant différentes unités militaires. Vous voyez qu'on est en plein dedans dans les jeux d'échecs, avec des infanteries, des cavaleries, des éléphants et des chars. Le Chaturanga est non seulement un jeu de stratégie, mais aussi un reflet des tactiques militaires et des hiérarchies sociales de l'époque. On
On peut voir une reconstitution en bas et en haut, un dessin ancien représentant des personnalités politiques jouant au jeu du chaturanga. En Afrique, on peut parler du jeu africain de la Wale. C'est un jeu de société traditionnel, aussi connu sous le nom de Mancala, avec des variantes dans toute l'Afrique. Se joue sur un plateau avec des trous, chaque joueur essayant de capturer le plus de graines possible en déplaçant les graines de manière stratégique. La Wale est un outil d'éducation enseignant la stratégie et la logique et est souvent joué lors de rassemblements sociaux. On peut voir en haut à droite une photo d'une famille jouant justement au jeu de la Wale et en bas une reconstitution du jeu de la Wale et il se joue encore aujourd'hui dans certaines parties du monde. Passons maintenant aux jeux modernes avant le jeu vidéo. Tout d'abord, intéressons-nous à la transformation des jeux traditionnels en jeux modernes. Alors question 4, d'après vous, quel aspect pourrait le mieux expliquer pourquoi les jeux traditionnels ont évolué pour devenir des jeux modernes? Réponse A, l'influence des nouvelles technologies sur la création de jeux. Réponse B, la nécessité de conserver des traditions culturelles. Réponse C, l'augmentation du temps libre des individus dans la société moderne. Enfin, réponse D, le désir de rendre les jeux les plus compétitifs possibles. Je vous laisse une seconde pour y réfléchir. C'est fini. Et la réponse était bien évidemment la réponse A, l'influence des nouvelles technologies sur la création de jeux. Passons, on fait un grand bond en avant dans l'histoire des jeux, on va passer à l'essor des jeux au 19e siècle, vous voyez qu'on a fait un gros saut dans le temps. Pourquoi le 19e siècle? Parce que c'est l'ère de la révolution industrielle et de l'industrialisation de masse. Le 19e siècle, justement, marque l'avènement de cette industrialisation, ce qui va modifier les modes de vie et de loisirs. Par ailleurs, ça a eu un impact sur les classes sociales et il y a eu la montée de la classe moyenne. L'augmentation du pouvoir d'achat a favorisé l'émergence de nouveaux types de divertissement, dont les jeux de société. Évidemment, avec l'apparition de la machine, ça a permis de libérer un peu plus de temps dans certaines classes sociales. Et donc avec la réduction des heures de travail, les familles ont cherché des activités pour occuper leur temps libre. On peut voir à droite un jeu de volley comme l'ancêtre du badminton. On fait un autre bond en avant, on arrive au XXe siècle, au début du XXe, en 1935, avec la création du Monopoly. Le Monopoly a été créé pendant la Grande Dépression, justement, où il y a eu un gros krach boursier, un des plus gros krachs boursiers, et ce jeu, justement, reflète les préoccupations économiques de l'époque avec son focus sur l'acquisition des propriétés et de l'accumulation de richesses. On peut voir à droite une photo de Elisabeth Magui, qui est la conceptrice du Monopoly. En 1938, un autre jeu célèbre, le Scrabble, a été créé. C'est un jeu de lettres populaire qui met en avant les compétences en vocabulaire en pleine expansion à l'époque. Et ces jeux-là, on peut les voir aussi comme une réflexion des enjeux sociaux. Ce ne sont pas seulement des distractions, mais aussi des miroirs des préoccupations économiques et sociales du XXe siècle. Tout d'abord, réfléchissons à la démocratisation du jeu de société. L'accessibilité a été un point important. Les jeux de société sont devenus accessibles à un public plus large grâce à leur production en masse. Cela évidemment a été permis, et, comme on l'a dit, tout d'abord grâce à la révolution industrielle qui a changé totalement les us et coutumes des populations. Les jeux de plateau et les jeux de cartes. Avec l'essor des jeux de plateau comme Cluedo ou Risk et les jeux de cartes comme Uno, les loisirs ludiques sont devenus une activité partagée au sein des familles. Les jeux ont favorisé les interactions sociales en permettant aux personnes de se réunir autour de tables pour jouer en famille ou entre amis. On va cette fois-ci zoomer un peu plus sur l'impact de la révolution industrielle sur les jeux. Alors d'après vous, question 5, quel aspect pourrait le mieux expliquer pourquoi les jeux traditionnels ont évolué pour devenir des jeux modernes? Réponse A, l'augmentation de la population urbaine et du temps libre. Réponse B, l'invention de nouveaux matériaux pour fabriquer des jeux. Et réponse C, la création de nouvelles formes de divertissement comme le cinéma. Enfin, réponse D, l'évolution des règles de jeu traditionnels. Vous avez comme d'habitude une seconde pour y réfléchir et c'est bon. La réponse était la réponse A, l'augmentation de la population urbaine et du temps libre. La production en masse et l'accessibilité des jeux. Comme on l'a dit, la mécanisation de la production au XIXe siècle a rendu les jeux plus accessibles et abordables pour un large public. Ça a permis une fabrication à grande échelle qui a permis aux jeux populaires de se répandre rapidement dans plusieurs pays. En termes de standardisation, les règles et les formats de jeu ont été standardisés, facilitant leur production et leur adoption par des millions de joueurs à travers le globe.
partir de là, de nouvelles mécaniques de jeu se sont lancées, par exemple avec de la stratégie et la chance. L'industrialisation a permis l'innovation dans les mécaniques de jeu avec des jeux basés sur la stratégie, la chance et des dynamiques sociales plus complexes. Des jeux comme le Monopoly, on l'a dit, ont introduit des stratégies financières, tandis que le Cluedo reposait sur la déduction et la logique. On mixait déjà dès ce début de jeux modernes la stratégie et le hasard, un certain équilibre entre la planification et l'imprévisibilité, les jets de dés et les cartes aléatoires, ce qui est devenu un point clé de nombreux jeux de l'époque. On voit à droite une photo du jeu, des premières versions du jeu Cluedo, qui s'appelait à l'époque, je pense jusqu'aujourd'hui en anglais, qui s'appelle Clue. À partir de là, les jeux ont été transformés en objets commerciaux, parce qu'il y a eu une commercialisation massive. Les jeux ont évolué pour devenir des produits commerciaux avec un marketing et une distribution à grande échelle. Il y a eu à partir de là une apparition de franchises. Certaines entreprises comme Hasbro ou Parker Brothers ont construit des franchises autour des jeux populaires. On peut voir à droite une photo de représentants des jeux populaires de la société Hasbro, dont le Monopoly et d'autres, ce qui a créé justement des marques internationales. Grâce à cette commercialisation, des jeux comme le Monopoly sont devenus des symboles culturels à travers le monde, incarnant certains aspects de la société et des valeurs économiques. Les jeux physiques et sportifs, cette fois-ci, on va s'intéresser plus à cet aspect-là au XXe siècle. D'après vous, question 6, quel facteur a le plus contribué à la popularité des jeux physiques et sportifs au XXe siècle? Réponse A, l'augmentation des infrastructures sportives dans les villes. Réponse B, la diffusion des compétitions sportives à la télévision. Réponse C, l'intérêt croissant pour la santé et le bien-être. Et réponse D, la création de nouveaux sports et disciplines. Vous avez, comme d'habitude, une seconde pour y réfléchir. Et la réponse est la réponse B, la diffusion des compétitions sportives à la télévision. On va le voir, la télévision a un peu tout changé. D'abord, il y a eu une formalisation des jeux sportifs. Il y a eu une transition des jeux traditionnels au sport moderne. De nombreux jeux physiques ancestraux ont été codifiés en sport avec des règles précises. Le football, par exemple, a été codifié en 1863, le basketball inventé en 1891 et le tennis moderne depuis 1877, ce qui ont permis par la suite de devenir des sports internationaux. On peut voir à droite une des premières photos d'une équipe de football datant des années 1870. À partir de là, ces sports sont devenus des phénomènes mondiaux grâce à une association sportive multiple à travers le monde et à la communication globale. Les jeux sportifs et les compétitions, à partir de là, surtout les compétitions, ont été organisées. Le XXe siècle a vu l'émergence de compétitions internationales telles que les championnats mondiaux et les ligues professionnelles. Les matchs de football, les tournois de tennis et les matchs de basketball ont rassemblé des foules en devenant des événements majeurs dans la culture de masse. Les compétitions sportives sont devenues des symboles d'unité et de fierté nationale, influençant la politique et la culture. On peut voir à droite une photo de la première Coupe du Monde de football en Uruguay en 1930, avec, vous voyez derrière, un stade rempli et une diffusion internationale, justement, par l'effet de la télévision. Le renouveau des Jeux Olympiques. Après des siècles d'absence, les Jeux Olympiques ont été relancés en 1896 à Athènes, initiant une tradition moderne, avec notamment Pierre de Coubertin. Les Jeux Olympiques sont devenus l'un des plus grands événements sportifs internationaux réunissant des nations du monde entier. Et à travers les Jeux Olympiques, ça permet de diffuser des valeurs universelles en mettant en valeur une compétition saine, du fair play, de la fraternité à travers le sport. On peut voir une photo à droite d'une des premières Olympiades modernes à Athènes en 1896. Évidemment, c'était tout un symbole de relancer les Jeux Olympiques dans le berceau des Jeux Olympiques en Grèce et plus particulièrement à Athènes. Intéressons-nous aux prémices des jeux interactifs. Question 7, d'après vous, quel développement technologique a le plus influencé les débuts des jeux interactifs? L'invention des premiers ordinateurs, l'arrivée de la télévision couleur, la création des consoles de jeux portables ou la popularisation d'Internet? Vous avez une seconde pour y réfléchir, mais là c'est quand même assez évident, évidemment, c'est l'invention des premiers ordinateurs. Avant de nous lancer sur les expériences interactives numériques, intéressons-nous aux premières expériences interactives tout court. Il y a d'abord eu une première forme d'interaction ludique. Avant le jeu vidéo, les livres-jeux, justement, si vous en avez déjà entendu parler, les livres dont vous êtes le héros, permettaient une certaine interaction où les lecteurs pouvaient choisir leur propre aventure. Donc, la série en anglais c'est Choose Your Own Adventure, en français c'est
le livre dont tu es le héros, a introduit l'idée de choix multiples influençant les récits interactifs dans les jeux numériques. Ces formats ont encouragé la prise de décision et l'immersion du joueur dans une histoire. Voir une des premières versions du livre, le livre dont vous êtes le héros. Comment ça fonctionnait? C'est que, en gros, vous lisez un chapitre, et en dessous, on vous dit, bah, si vous voulez faire le choix A, vous allez à telle page, si vous voulez faire le choix B, vous allez à telle page, etc. etc. Et chacun pouvait choisir sa propre aventure. Vous voyez qu'on est dans une certaine forme de pré-jeu vidéo. Si vous êtes gamer ou si vous ne l'êtes pas, ça peut vous faire penser aux jeux de Quantic Dream, que ce soit Détroit ou que ce soit Heavy Rain. L'importance de Donjons et Dragons et surtout des jeux de rôle, ce qui a vraiment été un phénomène de masse et un point de la pop culture très important. Donjons et Dragons est né en 1974, c'est un jeu de rôle sur table qui est pionnier des expériences ludiques où les joueurs incarnent des personnages et évoluent dans des mondes fantastiques. Il y a une interaction narrative parce qu'il y a un maître du jeu, justement, donc c'est une personne qui dirige l'histoire, tandis que les joueurs prennent des décisions stratégiques et créent des récits personnalisés. C'est un système complexe, Donjons et Dragons a introduit des mécaniques de gestion de caractéristiques, d'objets et de quêtes qui ont inspiré les futurs jeux vidéo de rôle, donc les fameux RPG. On peut voir à droite une photo d'une des premières représentations du jeu Donjons et Dragons. Quelle influence sur les RPG? Tout d'abord, la transition vers le numérique, les principes de Donjons et Dragons ont servi de base aux premiers jeux vidéo de rôle tels que Ultima en 1981 et Wizardry, toujours en 1981, dont on voit une photo à droite. En termes de narration interactive, les jeux de rôle sur ordinateur ont adopté les arcs narratifs ramifiés et les personnages évolutifs offrant des expériences riches et immersives. En termes de fondation des RPG modernes, les mécaniques de gestion des personnages, de quêtes et d'interaction sont devenus des éléments centraux dans les jeux de rôle contemporains. Nous allons enfin rentrer dans l'histoire propre du jeu vidéo, et évidemment vous l'attendiez, mais on avait besoin d'avoir ce long contexte pour pouvoir comprendre comment les jeux vidéo par la suite se sont lancés et sont devenus un phénomène de masse. Tout d'abord, le début des jeux vidéo. On est cette fois-ci dans l'époque 1940, pré-Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 1970. Question 8, d'après vous, quel événement ou développement des années 1940 ou à 1970 a marqué le début de l'ère du jeu vidéo? Tout d'abord, réponse A, la création du premier jeu d'arcade. Réponse B, l'invention du premier ordinateur électronique. Et réponse C, le lancement de la première console de jeux domestiques. Enfin, réponse D, la programmation du jeu Tennis for Two sur un oscilloscope. Vous avez une seconde pour y réfléchir. Et la réponse était bien la réponse D, le jeu Tennis for Two, comme on va le voir. Avant d'inventer directement un jeu vidéo, il y a eu des expériences de jeux vidéo qui ont été lancées dans les laboratoires universitaires. Les premiers jeux vidéo ont été conçus dans des environnements scientifiques pour expérimenter l'interaction avec des ordinateurs. En 1958, il y a eu ce fameux jeu Tennis for Two, dont on peut voir une représentation à droite en haut avec l'oscilloscope et avec des pré-manettes, et en bas on voit l'interaction en fait où la balle de tennis est symbolisée par l'oscilloscope. L'oscilloscope, pour rappel, c'est un dispositif scientifique qui permet de mesurer des tensions, des intensités, etc. Il a été détourné pour permettre des interactions ludiques simples, ce qui préfigure justement les consoles. On est vraiment dans la préhistoire du jeu vidéo moderne. En 1962, Space War, on peut le considérer comme étant le premier jeu vidéo. Il a été développé au MIT aux États-Unis. Il est considéré, comme je l'ai dit, l'un des tout premier jeu vidéo complet jouable sur l'ordinateur PDP-1. Il permettait un gameplay compétitif, deux joueurs contrôlent des vaisseaux spatiaux comme on peut le voir sur l'image de droite, et se battent dans l'espace avec des mécaniques de gravité de tir pionnières pour l'époque. Ça a eu une influence durable, ça a inspiré aux nouvelles générations de développeurs et de chercheurs intéressés par les jeux vidéo comme forme de divertissement, donc c'est vraiment le point clé du jeu vidéo moderne. Pong a été un point important parce qu'il lance l'ère commerciale du jeu vidéo, c'est-à-dire la commercialisation des jeux vidéo à un public de masse. Il a été développé par Atari, ce jeu de tennis justement, vous voyez qu'on revient entre le premier jeu Tennis for Two et là Pong. Le tennis revient assez souvent dans le jeu vidéo, dans les premiers jeux vidéo. Et c'est le premier jeu vidéo qui connaît un grand succès commercial.
notamment grâce aux salles d'arcade. Pong a popularisé les jeux vidéo dans les salles d'arcade, il est devenu un phénomène culturel à part entière. On peut voir en haut une machine d'une salle d'arcade et en bas la représentation du jeu. Par ailleurs, il s'est étendu dans les foyers. Le succès de Pong a initié l'idée de développer des consoles de salon, rendant les jeux vidéo accessibles à un public plus large. L'âge d'or de l'arcade entre 1970 et 1980. D'après vous, question 10, quel facteur a le plus contribué à l'explosion de popularité des jeux d'arcade dans les années 1970 à 1980? Réponse A, l'augmentation des nombres de salles de jeu. Réponse B, l'émergence de jeux avec des graphismes avancés. Réponse C, le développement de jeux avec des histoires complexes. Réponse D, l'innovation des contrôleurs de jeu. La réponse était la réponse A, l'augmentation du nombre de salles de jeu. Évidemment, l'émergence des salles d'arcade, il y a eu un besoin commercial, donc le marché s'est adapté. Durant les années 70, l'essor des salles d'arcade devient un phénomène mondial, offrant aux joueurs un lieu de rencontre pour découvrir les premiers succès vidéoludiques. Il y a eu des jeux phares, des titres emblématiques tels que Space Invaders, vous voyez encore le lien avec le premier jeu qui est en lien avec l'espace, et Pac-Man, qui est encore plus connu aujourd'hui, qui marque cette période en devenant des symboles de la culture populaire. Ces espaces sociaux permettent aux joueurs de se mesurer entre eux et favorisent la naissance des premières communautés de gaming ou de gamers tout court. On voit à gauche sur l'image le jeu Space Invaders de 1978 et à droite Pac-Man, très célèbre, où on devait parcourir un labyrinthe en se sauvant de monstres qui cherchent à nous manger. Sur ces jeux, ce qui était intéressant et ce qu'il est toujours, donc ce sont toujours des exemples pour nous en tant que game designer, c'est que c'est un gameplay simple, mais justement qui est très addictif. Les mécaniques de jeu sont très accessibles, les jeux d'arcade justement misent sur des concepts simples et intuitifs, tels que le scoring ou la survie, pour attirer un large public. Pour Pac-Man et Space Invaders, ces jeux se distinguent par leur design très minimaliste, de toute façon on ne pouvait pas faire plus à l'époque de par les capacités des machines, mais justement ces jeux ont réussi à captiver avec des mécanismes de jeu qui favorisent la répétition et l'obsession du score. En termes de progressivité et de niveau, les jeux d'arcade introduisent des éléments de progression, des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, avec des challenges croissants et qui encouragent la compétition via des classements publics. Donc vous voyez qu'il y a toujours quelque chose à tirer de ces jeux qui datent aujourd'hui, qui ont plus de 40 ans, mais qui peuvent nous intéresser aujourd'hui en tant que game designer. Quel impact culturel des jeux d'arcade? D'abord, il y a eu l'apparition en masse des produits dérivés. Des franchises comme Pac-Man voient apparaître des produits dérivés, des jouets, des dessins animés. On peut voir à droite le dessin animé Pac-Man, des vêtements, etc., qui vont augmenter leur impact culturel. En termes de publicité et médias, les jeux d'arcade deviennent des icônes non seulement de l'industrie du jeu, mais aussi des médias et des publicités. Et ça a eu une influence durable. L'âge d'or de l'arcade a posé les bases de l'industrie moderne, tout en façonnant la place du jeu vidéo dans les loisirs des jeunes générations. Et jusqu'à aujourd'hui, Pac-Man perdure en tant que symbole de l'âge d'or du jeu vidéo. On arrive à l'ère des consoles entre 1980 et 1990. Question 11, d'après vous, quel élément a le plus influencé le succès des consoles de jeux dans les années 1980 et 1990? Réponse A, la possibilité de jouer à plusieurs jeux sur le même appareil. L'apparition de graphismes en 3D, la baisse des prix des jeux vidéo, et enfin, réponse D, l'introduction des cartouches interchangeables. Je pense que vous l'avez, c'était bien évidemment la réponse D, l'introduction des cartouches interchangeables. Cette période marque l'entrée des consoles dans les foyers. On peut avoir en tête Atari 2600 en 1977, c'est une des premières consoles de salon à démocratiser le jeu vidéo à domicile avec ses cartouches interchangeables qui permettent de jouer à une grande variété de jeux. On peut voir la console à droite. Les plus anciens d'entre vous, peut-être, s'en rappellent encore aujourd'hui. En termes d'impact, cette console rend le jeu vidéo plus accessible, créant une nouvelle industrie autour du divertissement domestique. Il y a eu des jeux populaires, des jeux comme Space Invaders ou Pitfall deviennent des classiques sur l'Atari 2600, solidifiant son succès initial. Mais vous savez, le marché a vu une opportunité, donc s'est lancé dans le gouffre du jeu vidéo. Ils se sont dit, allez, produisons en masse
du jeu vidéo. On est dans les années 1980 avec tous les films de Spielberg, notamment, on va le voir, le film d'E.T., qui est un grand succès populaire. Donc on se dit pourquoi pas lancer justement un jeu vidéo E.T. adapté. Donc c'est l'une des premières adaptations d'une licence cinématographique en jeu vidéo. Et donc le marché s'est lancé en masse, produisons en masse des jeux vidéo. Cette production sans contrôle et assez mal pensée a créé une surabondance, une saturation du marché avec trop de consoles. Il y avait à l'époque Atari, Intellivision, ColecoVision et des jeux de qualité médiocre. On s'est dit, bah voilà, pourquoi ne pas produire des jeux médiocres, peut-être que les gens achèteront parce qu'ils aiment E.T., avec justement le tristement célèbre E.T. d'Atari. On va y revenir parce que la photo à droite est très importante. Cette production en masse a provoqué en fait un effondrement du marché. Ça a entraîné une chute drastique des ventes, la faillite d'Atari et une perte de confiance des consommateurs. En termes de répercussions, le marché du jeu vidéo s'effondre temporairement. Vous voyez que ça a un impact massif sur le marché, laissant présager la fin de l'industrie pour certains. Donc les gens s'étaient dit à l'époque que c'est peut-être que le jeu vidéo n'était qu'une mode et que c'était passé, qu'on allait pouvoir passer à autre chose. Alors pourquoi la légende du jeu vidéo E.T. est très importante? Parce que pendant longtemps, et ça a été nié par Atari, euh, les jeux vidéo, les cartouches ont été produites en masse. Évidemment, le bouche à oreille n'a pas du tout fonctionné et a même fonctionné à l'envers dans le sens où les joueurs se sont dit que c'était un jeu médiocre. Personne n'achetait ce jeu. Atari s'est retrouvé avec des milliers, des dizaines de milliers de cartouches invendues. Et donc la légende disait qu'il les avait enterrés dans des décharges publiques. Et pendant longtemps, ça a été nié. Il y a même des documentaires récents qui ont été faits. Et effectivement, donc vous voyez une image ici. Après de longues recherches, on a effectivement retrouvé des milliers de cartouches du jeu E.T. dans des décharges du Nouveau-Mexique. Et ce qui symbolise, ce jeu symbolise justement cette crise de 1983 qui a failli tuer le jeu vidéo. Enfin, il y a eu la renaissance avec la NES, donc la Nintendo Entertainment System, en 1985, et j'en parle avec une certaine émotion, c'est ce que j'ai écrit en bas à droite, une petite émotion particulière, parce que ça a été, en l'occurrence, ma toute première console, notamment avec ses célèbres pistolets et le jeu Mario Bros, on va le voir par la suite, et le fameux Duck, qui était très intéressant, et avec les petits pistolets qui étaient très innovants pour l'époque. On voit que d'un certain côté, si vous pensez un peu à la Wii, on va en discuter par la suite aujourd'hui, ou avec la Nintendo Switch, Nintendo a toujours été dans cet ADN d'innovation vidéoludique. Revenons-y, en 1985, vous voyez qu'on est 2 ans après cette grande crise, Nintendo relance l'industrie en introduisant la NES avec des innovations comme une meilleure qualité du jeu, notamment ça va être le lancement de la célèbre franchise Mario, et un contrôle strict de la production du jeu. Donc là, l'idée c'était de ne plus refaire la même erreur qu'Atari. En 85 est lancé Super Mario Bros, ce jeu emblématique, tout le monde connaît évidemment Mario aujourd'hui, propulse la NES et révolutionne le game design avec son gameplay fluide, ses niveaux progressifs et son personnage charismatique. Ça devient un succès mondial, la NES devient un phénomène global, remettant le jeu vidéo au cœur du divertissement familial. Un concurrent s'est lancé quasiment quelques années par la suite, c'est l'essor de Sega, justement, on va voir, avec sa propre mascotte, avec une compétition amicale entre les deux mascottes, entre celle de Nintendo et celle de Sega. Comme vous connaissez très bien Sonic, notamment encore plus aujourd'hui avec le succès des films au cinéma. Sega entre dans la compétition avec sa console 16 bits, avec la Sega Genesis, ce qui marque un tournant dans la technologie du jeu vidéo. Et lancé en 91 Sonic, The Hedgehog, donc vous connaissez tous, toutes et tous Sonic, ce jeu et son héros ultra rapide deviennent la réponse de Sega à Mario, ce qui va créer en fait cette rivalité légendaire entre Nintendo et Sega. C'est une innovation technologique avec des graphismes et une vitesse supérieure, la Sega Genesis attire les joueurs plus âgés et plus compétitifs. L'évolution des genres vidéoludiques entre 1980 et 1990. Question 12, d'après vous, quel genre de jeu a connu une popularité croissante durant ces années, marquant une évolution significative dans l'industrie vidéoludique?
les jeux de plateforme, tout d'abord, les jeux de simulation de vie, les jeux de tir à la première personne, enfin la réponse D, les jeux de rôle en ligne. La réponse est bien la réponse A, les jeux de plateforme. Vous avez eu un petit indice avec Mario et Sonic. Vous voyez qu'on retrouve ici nos deux mascottes iconiques, donc l'émergence des jeux de plateforme. D'abord, on l'a dit, 85, Super Mario Bros révolutionne le genre de plateforme avec des niveaux structurés, cette progression fluide et des mécaniques simples et addictives. Vous voyez que ces termes-là de développer des mécaniques simples et addictives, c'est ce qu'il faudra toujours essayer de retrouver quand on crée un jeu vidéo. Réussir à créer des mécaniques simples et addictives, donc gardez-les en tête. 91, on en a parlé, il y a Sonic. Sega a introduit une nouvelle approche du jeu de plateforme basée sur la vitesse et la fluidité avec son personnage emblématique Sonic. Ces jeux ont défini l'essence des jeux de plateforme et ont établi des standards en termes de level design et de mécanique de jeu. Donc le level design, c'est les règles qu'on crée pour les niveaux, comment se déplacer d'un niveau, qu'est-ce qui va rendre le niveau intéressant et complexe. Et vous voyez que ces deux mascottes iconiques, elles perdurent, et elles perdurent dans la pop culture. Aujourd'hui même au cinéma, il y a eu un film développé sur Mario, un film d'animation, et il y a eu pour l'instant la trilogie Sonic, avec notamment Jim Carrey dedans, qui fonctionne très bien au cinéma, et avec un très bon bouche à oreille. À partir de là, on refait le lien avec Donjons et Dragons. Il y a eu le développement avec ces nouvelles consoles des premiers jeux de rôle intéressants qui ont marqué des tournants dans l'histoire du jeu vidéo. Notamment évidemment The Legend of Zelda en 1986. On voit un screen à droite. Ce jeu propose justement un vaste monde ouvert à explorer, combinant aventure, exploration et énigmes, tout en introduisant des éléments de narration, ce qui est quand même une grande nouveauté. En 87, est développé le premier Final Fantasy, qui est le pionnier du RPG japonais. On parle aussi de JRPG. Il introduit ce jeu des quêtes complexes, des systèmes de combat au tour par tour et des histoires riches en émotions et en profondeur. Vous voyez que la narration va s'intégrer au fur et à mesure dans les jeux vidéo. Les RPG deviennent un genre dominant, particulièrement sur les consoles comme la NES et la Super Nintendo, ce qui va influencer les jeux narratifs modernes. On va le voir que jusqu'à aujourd'hui, ces jeux perdurent et sont des symboles du JRPG. Les jeux de combat aussi, Street Fighter en 1991, ce jeu, on peut le voir, tout le monde se rappelle de ce jeu, redéfinit justement le genre de jeu de combat avec des mécaniques de combat approfondies, des combos et une diversité de personnages jouables. Il y a une compétition multijoueur, Street Fighter est l'un des premiers jeux à populariser les combats multijoueurs en tête-à-tête dans les salles d'arcade, ce qui va ouvrir en fait la voie au e-sport en fait, bien plus tard. Quel impact sur l'arcade, les jeux de combat deviennent un pilier des salles d'arcade, renforçant l'aspect compétitif des jeux vidéo durant les années 90. Arrivent ensuite les jeux de tir à la première personne. On peut avoir en tête notamment, c'était aussi un de mes premiers jeux sur PC, Wolfenstein 3D en 92, qui est considéré comme le pionnier du genre FPS, donc les jeux de tir à la première personne. Pourquoi ? Parce qu'il pose les bases du tir à la première personne avec des labyrinthes en 3D, avec des ennemis affrontés et une action assez rapide. C'est une mécanique très immersive. Wolfenstein offre une immersion jamais vue auparavant, plaçant le joueur directement dans les yeux du protagoniste, une mécanique qui deviendra la norme des jeux de tir, évidemment. On pense tous à Call of Duty et compagnie. Il est précurseur, ce genre explosera dans les décennies suivantes, notamment avec des franchises comme Doom et Quake. Vous voyez ici à droite le jeu Wolfenstein, où on voit l'arme qui est utilisée par le protagoniste, et on peut voir différentes descriptions en dessous avec l'arme choisie, la santé. Vous voyez qu'on est sur les bases, les premières briques du jeu vidéo moderne. On en a parlé, l'impact culturel de ces genres vidéoludiques. Il y a une diversification du marché. L'émergence de ces genres a contribué à élargir l'audience du jeu vidéo, rendant l'expérience ludique plus variée et immersive. Ces jeux continuent, on l'a dit, d'influencer les créations modernes avec des mécaniques et des concepts qui évoluent mais qui restent fidèles aux fondations posées durant cette époque. Et les années 80-90 voient
la montée de la compétition entre les éditeurs, chacun cherchant à dominer un genre ou à en créer des nouveaux pour attirer de nouveaux joueurs. Vous voyez les deux films là, Mario et Sonic, qui 30 ans, 40 ans plus tard, sont toujours présents dans la pop culture et n'ont jamais été aussi puissants auprès des jeunes générations. Les années 90 et 2000, ça va être l'ère des consoles 3D, justement, et de la révolution technologique. Question 13, d'après vous, quel développement technologique a le plus transformé l'expérience du jeu dans les consoles 3D durant ces années? L'introduction des manettes sans fil, l'amélioration des graphismes grâce aux processeurs graphiques, la possibilité de jouer en ligne ou la transition vers les disques optiques. Et si vous l'avez bien, c'est bien la réponse B, l'amélioration des graphismes grâce aux processeurs graphiques. L'introduction de la 3D, vraiment, c'est ce qui a tout bouleversé et tout révolutionné dans les jeux vidéo. Les années 90 marquent l'introduction des graphismes 3D, offrant des expériences de jeu plus immersives et visuellement spectaculaires. On peut avoir en tête évidemment, vous les connaissez très bien, donc la première PlayStation en 1994, et en face, la réponse de Nintendo, donc la Nintendo 64, pour 64 bits, hein, ça veut dire la capacité de gérer des informations plus complexes, sont justement les premières à populariser cette technologie. On peut voir en haut la PlayStation 1 et en bas justement la Nintendo 64. Et à partir de là sont nées des franchises et des jeux emblématiques, notamment Super Mario 64, on va le voir par la suite, en 96, et Final Fantasy VII, qui est un tournant dans l'histoire du jeu. Et pourquoi? Parce que les deux jeux utilisent la 3D pour créer des mondes vastes et interactifs et immersifs. C'est une nouveauté par rapport aux précédents jeux où en gros on jouait, les jeux étaient des pixels sur des pixels en 2D en fait. Comme on dit plutôt en anglais, des sprites et non pas des objets conçus en 3D. Parlons d'abord de Super Mario 64 et du passage à la 3D. Donc, on peut voir à droite une photo, donc vous voyez totalement la différence entre le premier jeu Mario, un jeu de plateforme en 2D, et là nous sommes dans un univers en 3D, donc évidemment cela change tout en termes de puissance de calcul et en termes de mécanique de jeu vidéo, mais l'essence du jeu Mario reste la même, donc ça reste un jeu de plateforme, mais cette fois-ci en 3D. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier jeu à offrir une liberté totale de mouvement dans un environnement 3D, ce qui va révolutionner le genre des jeux vidéo de plateforme. Le jeu ici introduit la caméra dynamique, une caméra qui permet de tourner autour du personnage, et un contrôle fluide du personnage dans cet espace tridimensionnel. Ce jeu, très important dans l'histoire du jeu vidéo, pose les bases du jeu 3D et influence par la suite de nombreuses productions dans les années suivantes. On en a parlé aussi, Final Fantasy VII, c'est un point clé aussi dans l'histoire du jeu vidéo et surtout des JRPG. Ce JRPG culte combine des cinématiques en 3D avec un scénario épique, devenant l'un des jeux les plus influents de son époque. En termes de narration et d'émotion, c'est aussi une grande nouveauté, le jeu introduit des thèmes adultes et des personnages profondément développés, donc il y a des arcs narratifs quasiment cinématographiques, ce qui va redéfinir ce qu'un jeu vidéo pouvait accomplir en termes d'émotion. C'est un succès commercial gigantesque, il se vend à plus de 10 millions d'exemplaires, établissant des nouveaux standards pour le genre du JRPG. On peut citer aussi la naissance à cette époque de franchises modernes, notamment j'aurais aimé le développer encore plus, mais parce que c'est un de mes jeux phares cultes de mon point de vue, donc Metal Gear Solid en 1998, d'Hideo Kojima. Ce jeu d'infiltration pousse les limites de la narration dans les jeux vidéo, combinant cinématique et gameplay innovant. C'est la première image en haut à droite. Par ailleurs, il y a eu Gran Turismo en 1997, la série de jeux vidéo de course, de simulation, a poussé en fait la simulation à un niveau inédit à l'époque, avec une physique réaliste et une attention au détail, ce qui va populariser le genre de simulateur de course à un plus large public. En 98, plutôt sur la Nintendo 64, il y a Ocarina of Time, donc la version de Zelda, cette fois-ci dans un univers en tridimension. Ça va introduire un monde ouvert, des mécaniques de jeu révolutionnaires, notamment le verrouillage de cibles et l'interaction avec l'environnement. Donc si vous avez joué à Breath of the Wild récemment, voilà l'ancêtre moderne de The Legend of Zelda. L'essor des jeux PC, donc en 93, on
avoir en tête aussi Doom, hein, ce jeu de tir à la première personne, est l'un des premiers à introduire les mécanismes de genre FPS, comme on l'a dit avec Wolfenstein, avec des graphismes avancés, un gameplay rapide et très nerveux. En 98, un autre jeu culte, Half-Life, va redéfinir le FPS en y intégrant une narration immersive, des personnages complexes et des scripts interactifs, on peut le voir en bas à droite. Et ensuite, il y a eu la popularité des jeux de stratégie, hein, des titres comme StarCraft, en 98, domine la scène des jeux de stratégie en temps réel avec un gameplay compétitif et une profondeur tactique. Par la suite, c'est développé l'essor des MMORPG et des jeux en ligne. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que les MMORPG? Ce sont des jeux massivement multijoueurs, jouables en ligne et avec une composante RPG, notamment EverQuest en 99 a permis justement aux joueurs d'explorer des mondes persistants en ligne, créant des communautés vastes et connectées. On peut avoir en tête Quake en 96 et StarCraft en 98, qui sont parmi les premiers jeux à populariser les compétitions multijoueurs en ligne, jetant les bases de l'e-sport. Vous voyez qu'on on se rapproche des années 2000, donc l'influence d'Internet va se faire sentir. Avec l'essor d'Internet, le jeu en ligne devient une nouvelle frontière, permettant aux joueurs du monde entier de se connecter et de jouer ensemble. On voit à droite une image du premier StarCraft. Vous voyez qu'on se rapproche un peu plus de notre époque, hein, l'explosion du jeu en ligne et de la montée des consoles HD. Question 14, tout d'abord, hein, quel facteur a le plus contribué à l'explosion du jeu en ligne, d'après vous, entre 2000 et 2010? L'augmentation de la vitesse d'Internet, la popularité des jeux de société en ligne, l'apparition des jeux de simulation de vie, l'introduction de nouvelles consoles portables. Et vous comprenez, là on est en plein dedans, on l'a dit, hein, c'est bien évidemment l'augmentation de la vitesse d'Internet. Citons tout de même l'importance de la PlayStation 2, qui marque un succès historique dans l'histoire du jeu vidéo, qui est sorti durant l'année 2000, hein, donc c'est bon, c'est le nouveau millénaire. Et cette console devient justement la console la plus vendue de tous les temps, avec plus de 155 millions d'unités écoulées, ce qui est stratosphérique. On peut citer des jeux emblématiques, des titres marquants comme Grand Theft Auto. Évidemment, GTA maintenant est devenu un jeu phare dans l'histoire, dans l'industrie du jeu vidéo, donc, qui était sorti en 2004 ici, et on en reparlera dans d'autres leçons de game design, de Shadow of the Colossus, qui est un jeu très important, qu'on voit tout en bas à droite, qui vont définir l'ère PS2. Autre innovation, c'est un lecteur DVD intégré, et il va contribuer également à la popularité du DVD comme standard de divertissement à domicile, ce qui a facilité son intégration dans les foyers et dans un maximum de foyers, parce qu'évidemment, en même temps, vous avez un lecteur DVD, vous pouvez acheter vos films et regarder vos films en même temps. L'essor des MMORPG nouvelle génération, notamment évidemment World of Warcraft en 2004, le jeu révolutionne le genre des MMORPG avec plus de 10 millions d'abonnés à son apogée. Ça a créé une communauté mondiale, hein. Les MMORPG permettent à des millions de joueurs de se connecter et d'interagir avec des mondes virtuels persistants. On voit un screenshot à droite. Ça a eu un impact durable, hein. World of Warcraft devient un phénomène culturel, influençant d'autres jeux en ligne, ouvrant la voie à une industrie plus que florissante. L'explosion du jeu en ligne, notamment avec le Xbox Live, il y a un nouveau dans le domaine de la console qui va se lancer. Évidemment, c'est Microsoft qui lance la Xbox. Et en 2002, il lance le Xbox Live. Hein. Microsoft révolutionne le jeu en ligne sur console avec le lancement du Xbox Live, ce qui va offrir un service robuste pour les jeux multijoueurs, surtout sur console. Quand il lance Halo 2 en 2004, hein, ce jeu de tir, qui est un jeu culte aussi dans l'histoire du jeu vidéo, à la première personne devient un titre phare du jeu en ligne compétitive, jetant encore une fois les bases de l'e-sport sur console cette fois-ci. Quel impact social, hein, les jeux en ligne permettent de créer des communautés internationales de joueurs, évidemment avec les rooms, avec les forums, les chats pour l'époque, et ce qui va encourager l'émergence de plateformes plus tard comme Steam et PlayStation Network. On arrive à l'ère des consoles HD, notamment l'Xbox 360 en 2005, la PlayStation 3 en 2006 et la Wii en 2006 aussi pour Nintendo, qui n'est pas exactement dans la même catégorie que l'Xbox 360 et la PlayStation 3, mais qui a une importance tout aussi importante. Une importance tout aussi forte, pardon. Ces consoles introduisent des graphismes en haute définition, donc en HD, et ça va révolutionner les visuels et les capacités techniques des jeux vidéo. On
On peut citer par exemple Halo 3 sur Microsoft, sur Xbox, Uncharted 2 en 2009, Super Mario Galaxy sur la Wii, et qui exploite justement la puissance des nouvelles consoles pour offrir des expériences immersives. Ces consoles intègrent aussi des fonctions multimédia, transformant la manière dont les joueurs consomment du contenu. On peut regarder aussi des films, de la musique, etc. La PlayStation 3 intègre justement cette fois-ci un lecteur Blu-ray, ce qui deviendra la norme des films HD aussi. Vous voyez que la stratégie PlayStation et Sony a été poursuivie avec la PlayStation 3. Et on peut voir en bas à droite justement une image de Uncharted 2 qui a révolutionné le jeu vidéo d'action-aventure. Quel impact de la Wii sur le marché, hein? La Wii était sur une catégorie à part, elle n'était pas exactement dans la même catégorie que la Xbox et la PlayStation. Donc en 2006, hein, Nintendo, vous voyez que son ADN n'a pas changé depuis la NES, va redéfinir le public du jeu vidéo en popularisant les manettes à détection de mouvement, rendant les jeux accessibles aux non-joueurs. Donc, avant, c'était une petite communauté, et là, le jeu vidéo va devenir un phénomène de masse. On parle aussi de casualization of the video game, c'est-à-dire l'idée que le vidéo va devenir casual, c'est-à-dire qu'il va permettre à des personnes, des parents, des grands-parents de jouer à des jeux alors que ce n'était pas du tout la cible au début. On peut avoir en tête aussi Wii Sport, hein, ce jeu accompagne la console et devient un phénomène culturel, attirant un public plus large, des enfants aux seniors. Et la Wii ouvre la porte aux joueurs occasionnels, hein, c'est ça la casualisation du jeu vidéo, ce qui élargit considérablement le marché du jeu vidéo et on est encore à l'ère avant le smartphone qui, on va le voir aussi, va révolutionner les choses. Justement, venons-en-y, hein, la révolution du mobile et la démocratisation du jeu vidéo. On est quasiment à notre époque 2010-2020. Donc d'après vous, je l'ai un peu dit, mais on va quand même poser la question, quel aspect de la révolution mobile a le plus contribué à la démocratisation des jeux vidéo entre 2010? Est-ce que c'est la réponse A? Je pense que oui, c'est la réponse A. L'émergence des jeux avec des graphismes de haute qualité, l'augmentation du nombre de compétitions e-sport, ou la réponse D? Évidemment, c'était l'accessibilité accrue des smartphones. Le smartphone, évidemment, a un peu, et plus que peu, a beaucoup bouleversé le marché et l'industrie du jeu vidéo. Donc la montée des jeux mobiles, hein, sur smartphone, donc l'iPhone quand il sort déjà permet d'avoir tout sur. Donc c'est une révolution, permet d'avoir un appareil photo, un navigateur internet et plein d'applications sur un même objet, sur une même machine. Et donc le jeu vidéo s'est engouffré dans le marché du smartphone. Et à partir de là, ont été lancés des jeux vidéo très importants, tels que Angry Birds, qu'on voit à droite en 2009, Candy Crush, qui est toujours joué par des millions de joueurs, et Pokémon Go en 2016 plus tard. Et tous ces jeux attirent à eux seuls des millions de joueurs à travers le monde. Le modèle économique a été bouleversé aussi. On voit l'émergence du free-to-play et des microtransactions, ce qui change la façon dont les jeux sont monétisés. Donc le free-to-play, c'est de permettre aux joueurs, on en reparlera dans un autre cours, de jouer aux jeux gratuitement et de payer des vies, etc., pour pouvoir continuer à jouer. Donc vous voyez que la barrière pour accéder à un jeu est moins importante. En termes d'accessibilité, le jeu mobile permet à des personnes de tous âges et horizons de s'engager dans le gaming, contribuant à sa démocratisation. Si vous prenez le RER ou le métro, vous pouvez voir très souvent des personnes, des papas, des mamans, voire des grands-parents jouer au jeu pendant qu'ils sont dans les transports. Vous voyez donc que maintenant le jeu vidéo n'est plus un phénomène de niche, mais bien un phénomène de masse et a pénétré tous les milieux sociaux et tous les âges. Les microtransactions et le modèle free-to-play, hein, donc on parle aussi de F2P en anglais, hein, donc free-to-play. Les jeux sont gratuits à télécharger, comme on l'a dit, mais offrent des achats optionnels avec des objets, des skins et des avantages. On peut penser plus tard à Fortnite aussi. Les microtransactions, ce sont des petits achats intégrés dans les jeux, souvent sous forme de cosmétiques, des skins ou des vêtements. C'est un modèle de revenu majeur pour les jeux free-to-play. Mais évidemment, comme on l'a vu avec la crise de 83, le marché veut toujours en profiter. Donc il y a eu de multiples controverses, accusations de ce qu'on appelle du pay to win. C'est-à-dire que pour réussir à gagner un jeu, en fait, plus on paye et plus on a des avantages. Donc ça, c'est considéré comme néfaste pour le jeu vidéo. Et surtout le risque de dépendance et de surdépense
en particulier chez les jeunes joueurs, voire, on en discutera dans un autre cours, un risque d'addiction tel que les jeux de hasard. Arrive un événement majeur dans l'histoire du jeu vidéo, c'est l'événement de l'e-sport et des jeux compétitifs, des titres comme League of Legends en 2009, Dota 2 en 2013 et Fortnite en 2017 propulsent l'e-sport sur la scène mondiale. Donc, à partir de là, qu'est-ce que c'est que l'e-sport? Ce sont des tournois, un peu comme on l'avait vu pour les compétitions sportives, qui sont développés dans des stades. Pareil, des compétitions de jeux vidéo se retrouvent, vous voyez, à droite, dans des stades entiers qui ont été... Ça remplit des stades entiers, comme le Stade de France. Et c'est regardé en même temps, en plus, en ligne, par des millions de joueurs. Et donc, le e-sport devient une véritable industrie en soi, ce qui va influencer les médias traditionnels, les sponsors et les réseaux sociaux. Vous voyez, donc c'est devenu plus qu'un événement mondial, c'est une véritable industrie. La réalité virtuelle, le VR, il y a eu des tests avant, même avec Nintendo, donc j'en parle pas trop ici, mais Nintendo avait déjà essayé de tester la réalité virtuelle avec des casques à porter, mais il y avait toujours ce phénomène de ce qu'on appelle de motion sickness. Donc motion sickness, c'est le fait d'avoir un mal, d'avoir un vertige en fait avec le casque, ce qui a été un peu réglé par la suite avec les nouveaux casques plus modernes. Donc justement, des dispositifs comme le Oculus Rift en 2016 et le PlayStation VR en 2016 aussi amènent une nouvelle dimension immersive dans le jeu, avec des jeux phares comme Beat Saber, qu'on voit tout en bas à droite, où on peut citer aussi Half-Life Alyx, qui démontre le potentiel de la VR, bien que la technologie soit encore au stade de développement, hein, donc il y a des améliorations qui sont toujours en cours. Quel avenir pour la VR? Les avancées en matière de hardware et de software ouvrent la voie à des expériences plus immersives, bien que la VR reste, encore une fois pour l'instant, un marché de niche. Les consoles modernes 2013-2020, notamment la PlayStation 4 et la Xbox One, ces consoles qu'on peut voir en haut à droite, offrent des graphismes améliorés, avec des effets de lumière qui poussent le réalisme encore plus loin, avec encore plus d'immersion. On peut citer des titres très importants comme The Witcher 3, Wild Hunt en 2015 et Red Dead Redemption 2 en 2018. Ça a permis l'essor encore plus forte, hein, c'est pas que ça n'existait pas avant, mais avec la puissance de calcul encore plus importante, des jeux encore plus grands, avec des open world encore plus grands, avec une narration très poussée et des expériences immersives encore plus complexes. Il y a une amélioration continue, hein, les mises à jour régulières des versions Pro, PS4 Pro et X, etc., améliorent encore la performance et visuelle des jeux. Nintendo suit toujours sa petite histoire et il a réussi et comment. En 2017, il lance Nintendo Switch, une console hybride qui permet à la fois des jeux portables de salon marquant un tournant dans la flexibilité du jeu. Donc, il y a eu les succès de la Switch avec des jeux comme, on peut le voir en bas à droite, The Legend of Zelda Breath of the Wild en 2017 et Super Mario Odyssey, toujours durant la même année. La Switch ici devient un succès commercial et critique. Nintendo mise sur l'innovation plutôt que sur la puissance brute, ce qui ça a toujours été dans son ADN, ce qui la distingue par des expériences de jeu uniques et créatives, là où PlayStation et Xbox misent en général un peu plus sur la puissance brute de leur machine. On arrive à l'ère actuelle, notamment avec le streaming, le cloud gaming et l'intelligence artificielle. Dernière question, d'après vous, quel développement a le plus transformé l'expérience du jeu depuis 2020? L'essor des plateformes de streaming en jeu, l'amélioration des graphismes grâce à la technologie 4K, l'augmentation des événements du jeu vidéo en direct, la création de jeux avec des histoires plus profondes. Et la réponse est bien là, la réponse à l'essor des plateformes de streaming de jeux. Apparaît le cloud gaming, c'est bon, Internet est maintenant dans tous les domiciles, avec des puissances de plus en plus accrues, là, évidemment la fibre qui change aussi les capacités de connexion Internet. En 2019, Google tente de se lancer sur le marché du jeu vidéo de façon innovante avec Google Stadia qui finira par fermer. Hein. Xbox Cloud Gaming est lancé par Microsoft, PlayStation Now aussi. Qu'est-ce que permettent ces services de cloud gaming? Ça permet de jouer sans matériel puissant via des serveurs distants. Donc en fait, c'est du streaming de jeu. Donc on a une manette à domicile et on stream le jeu. Donc on n'a pas besoin d'avoir une console puissante.
Quels sont les avantages? Plus besoin de console ou de PC haut de gamme, c'est un accès instantané au jeu, on peut le dire entre nous, c'est comme un Netflix du jeu vidéo. Il y a un problème d'adoption au tout début, les latences et les connexions Internet demeurent dans certaines zones des obstacles à l'adoption généralisée, mais c'est en cours d'évolution. L'essor des services d'abonnement, notamment avec le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus, ces services offrent un catalogue de jeux pour un abonnement mensuel, ce qui va changer la manière dont les joueurs accèdent aux jeux. Le modèle économique évolue, le système favorise l'accès à un plus large éventail de jeux sans avoir à les acheter individuellement, et ça réduit les ventes physiques justement, et un changement dans les comportements d'achat. On peut voir à droite dans la présentation marketing du Xbox Game Pass. On arrive à des nouvelles frontières technologiques, notamment le progrès en IA, une amélioration des personnages non joueurs, les fameux PNJ, qui deviennent plus réactifs et intelligents. Alors, on en reparlera peut-être dans un cours qui m'intéresserait, c'est les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle générative et leur impact sur le jeu vidéo. Et ça, c'est aussi la nouvelle frontière, car c'est vraiment en cours. J'ai lu très récemment justement les progrès qui ont été faits notamment grâce à Nvidia, pour intégrer des personnages, des PNJ très réalistes dans le jeu vidéo grâce au deep learning. Donc ça va être très intéressant à suivre, donc on est en plein dedans. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité entre l'IAG, l'IA générative, et le jeu vidéo. On peut aussi citer les jeux procéduraux, notamment le jeu No Man's Sky, qui utilise des algorithmes pour générer des mondes vastes et dynamiques de manière procédurale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas codés en dur, ce ne sont pas des mondes qui sont designés par des artistes, non, ce sont des algorithmes mathématiques en fonction de certaines contraintes physiques, de gravité, etc., qui permettent de générer ces mondes, qui permettent à ces mondes de perdurer une fois qu'il a été visité par quelqu'un. Quelqu'un d'autre peut revenir sur ce monde-là et le visiter à nouveau. Et ces paramètres restent et perdurent. Donc, il y a un côté systémique à l'exploration de cet univers. On peut aussi citer des expériences immersives, comme The Matrix Awakens en 2021, qui montre le potentiel de l'IA et qui permet de créer des environnements ultra réalistes et interactifs. Enfin, on peut citer la diversité et les inclusions dans les jeux vidéo. Sont intégrés dans la création des jeux vidéo des personnages LGBTQ+, et des thématiques sociales. Des titres comme The Last of Us en 2020 et Céleste traitent des sujets tels que l'identité de genre, l'acceptation de soi et les questions sociales. En termes de représentation, il y a une meilleure représentativité de la diversité, donc en termes d'ethnicité, de sexualité et de genre, ce qui reflète une industrie qui évolue vers plus d'inclusion. Et ces jeux participent à élargir les récits et les thèmes explorés dans les jeux vidéo. Donc on voit ici un moment clé du jeu The Last of Us, avec notamment Ellie et sa petite copine. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour le prochain cours.